Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 46 de 100% PSG, le MAG, le podcast hebdomadaire dans lequel on vous parle de l'actualité du Paris Saint-Germain, de son passé, de son futur, de la vie des supporters du PSG. Aujourd'hui, on fait le type d'émission que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire une émission sur le prochain adversaire européen en Ligue des Champions. Évidemment, la semaine prochaine, on va jouer Tottenham, ce club anglais que finalement on ne connaît pas si bien que ça quand on est supporter du Paris Saint-Germain parce qu'on ne les a pas souvent rencontrés, mais on les a rencontrés il n'y a pas longtemps et on a même gagné un trophée. On va vous parler de la culture de Tottenham, de ce que ça représente d'être supporter de Tottenham. Comme ça, vous saurez qui sera en parquage au Parc des Princes la semaine prochaine, quel type de supporter, quel type d'amoureux du football. Tottenham, évidemment, l'un des clubs londoniens, North London. On vous parle de ça aujourd'hui. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Et autour de la table, on est 4. Autour de moi, que des amoureux du football anglais. Un qui est amoureux par choix, parce qu'à la base il est français, et 2 qui sont anglais, et qui vont donc, en tout cas, pour l'un des 2, qui a grandi en Angleterre. On va parler de ça tous ensemble. D'abord, je vais vous présenter celui qui est à ma gauche, Antoine Morin, que vous connaissez bien si vous êtes un habitué de cette émission. Salut Antoine. Salut Pia, salut à tous. Antoine, toi tu es un professionnel du football, puisque tu es journaliste sportif, tu es commentateur pour Sky Sports Suisse. Tu commentes la Serie A, donc le foot italien que tu connais sur le bout des doigts, mais voilà, ton football de cœur, au-delà de ton amour historique et incroyable pour le Paris Saint-Germain, voilà, qui t'accompagne partout. Voilà. Mais ton football de cœur, c'est plutôt la Première Ligue. Oui, moi j'ai les globules bleus et les globules rouges, comme tout supporter parisien qui se respecte. Mais effectivement, je suis tombé amoureux du football anglais très jeune. Et malheureusement, pour nos invités du jour, d'Arsenal, Dennis Bergkamp et les Frenchies obligent. Donc forcément, effectivement, un regard très particulier aussi sur cet adversaire assez inédit pour le Paris Saint-Germain. Voilà, Arsenal qui est l'ennemi juré de Tottenham. Voilà. On va en parler aussi aujourd'hui parce qu'il y a un match Arsenal-Tottenham justement ce week-end. Donc, je ne sais pas si vous le verrez ensemble, mais en tout cas, il va se passer des choses. En face de toi, Antoine, 2 accents absolument adorables. Et c'est ça qu'on adore, c'est que vraiment, là, on n'est pas sur des Français qui sont tombés amoureux de Tottenham voilà, par mariage, mais sur de vrais Londoniens, de vrais Anglais. Salut les garçons. Salut. Salut. Alors, on va commencer avec toi, Paul, tout simplement parce que tu es le président du club officiel de supporters parisiens de Tottenham, des Spurs, un club qui s'appelle les Paris Spurs. Je sais que j'ai un accent chelou en anglais. Paul, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire à toi avec ce club de Tottenham ? Oui, en fait, mon père et mes grands-parents habitaient à Tottenham. C'est un quartier de Londres, Tottenham. C'est ça ? Oui, en fait, comme mes grands-parents ont déménagé vers Tottenham, c'était une petite ville de campagne. Ah. Et donc, c'est l'histoire de la famille dans Tottenham. J'avais des cousins là, bien sûr. Et puis, quand j'étais jeune, j'avais une photo sur le mur de ma chambre, qui était juste l'équipe de Tottenham. C'était le premier mot que j'ai appris, c'était Tottenham. Ah, t'as appris à lire grâce à Tottenham. C'est génial. Et le premier match que j'ai vu à la stade était avec mes parents. J'étais sur les genoux de ma mère à l'âge de 5 ans. Et donc, je ne connais pas des autres équipes. Je ne connais pas des autres équipes. Donc, et je connais la ville. J'avais un cousin qui habitait à 200 mètres de la stade. Donc, après le match, on n'a pas parti chez nous. On est allé vers le cousin pour un verre de thé et tout ça. Un verre de thé après le match de foot ? Après le match de foot, oui. Ils jouent l'après-midi, eux. Donc, une fois que le match est fini, c'est tea time. Il doit y en avoir 2-3 qui ne boivent pas du thé. Mais bon. Oui, bon. Mais il avait 5 ans. C'est vrai. Est-ce qu'on boit du thé à 5 ans ? Je ne sais pas, moi. En tout cas, tu as baigné vraiment dans la culture de Tottenham depuis la naissance, quoi. Exactement. C'était installé dans la famille. Et j'ai pris la foot à cause de Tottenham. Toutes les valeurs de Tottenham s'étaient installées dans moi. Donc, même mon père m'a dit qu'il avait un cousin qui était marié avec un joueur de Tottenham. Hein ? Ah oui. Une cousine ? Une cousine, oui. Pardon, cousin, oui. Cousine. Ouais. Oui. Ah, c'est énorme. Oui.
Je ne rappelle pas le nom. C'était Mais- dans quelle décennie? Dans les années 80 ou dans le... Non, dans les années 50, je pense. Ah ouais, d'accord. Ou 40, je ne sais pas exactement. Mais je sais qu'il y avait un bon... comment Un on lien, dit? Un lien, bond, oui, ouais, un lien avec le club. Parce qu'en fait, dans les années 40-50, les joueurs allaient au pub après le match, mélanger avec les supporters et tout ça. Et puis tout le monde, ça connaît tout le monde. Boire du thé, Oui. bien sûr. Oui. Oui. C'est génial. Ouais, c'est vraiment la vie, je sais pas comment dire, organique de cet Oui, endroit oui, et à laquelle oui. tu participes depuis toujours, quoi. Oui, exactement. Et quand je suis arrivé en France, la chose qui manque le plus, c'était Tottenham. Peut-être après les bières et tout ça, mais Tottenham était la chose que je manque, Ouais, qui me forcément. manque. Donc, voilà. Et tu es arrivé en 91 à Oui. Paris. À quel moment le club de supporters, les Paris Spurs, est créé? Est-ce que c'est toi qui le crée à Non, la base? c'était pas moi, c'était un Suédois qui a créé le club en 2001, Mhm. je pense. Et moi, je l'ai rencontré en 2004. Ça devait être un bonheur pour toi, non, de Oui, trouver oui, des supporters de oui. Tottenham à Paris? Oui, mais on était vraiment un petit club avec 5 personnes. Hmm. Et puis, vers les années environ 2010, Mhm. les autres 4 sont partis en Angleterre, où Aïe. allaient créer une famille en la sud de Paris. Et donc, c'était seulement moi. Donc, Oh non, Paul! Oui. Donc, en fait, ça c'est pourquoi j'ai continué à aller au match, souvent seul. Mais j'ai rencontré mon ami Darren vers ce temps-là et ensemble, on a essayé de reprendre des supporters à Paris et puis faire des choses sur Facebook. Maintenant, on a un site web et tout ça. Et c'est mais grâce au c'est- compte Instagram qui visiblement est tenu justement par Darren Oui. que je vous ai trouvé pour Ah, ok. faire venir. Darren serait venu aujourd'hui s'il avait pu, Oui. évidemment. Et donc lui, il est secrétaire de l'asso, les Paris Spurs, et il tient un bar. Oui. Dans Paris, Oui. c'est quand même très pratique pour boire le thé ensemble. Le bar s'appelle le Pub Paris et ça se situe dans le Marais et c'est là que vous allez voir vos matchs. Oui, exactement. Voilà, je crois qu'il y a un deuxième bar aussi, le Coq and Bulldog, qui est près de la place de Clichy, que beaucoup de Parisiens connaissent aussi. En tout cas, si on veut voir un match de Tottenham avec vous, il faut plutôt aller au Pub Paris. Harris, Oui. Ou le Coq Bulldog, c'est... ça dépend. Oui, c'est un peu... parce qu'on a passé notre temps à Coq Bulldog pendant presque 7-8 ans. Ah ok. Et on a regardé la finale de Champions League contre Liverpool Mhm. à cette bar-là. Et donc, le gérant, il est très, très sympa. Et il y a beaucoup de fans de Tottenham qui connaissent cette bar. C'est un petit peu... Le QG. oui, c'est connu dans tout le monde. Beaucoup des Américains connaissent parce que nous, il y a beaucoup de visiteurs de Paris qui supportent Tottenham et puis on accueille les gens comme ça. Ah ouais. C'est- Parce qu'il faut dire que pour les fan clubs un peu du monde entier à Paris, mais c'est pareil dans les autres grandes villes, c'est vrai que certains fans, quand ils vont visiter une grande ville, ils cherchent d'abord le fan club de leur club de oui, foot, oui, en se disant s'il y a un match le week-end où je serai à Paris, je vais le voir avec voilà avec mes gars quoi. oui. Donc forcément à Tottenham c'est pareil. Alors Paul, toi tu es informaticien dans la vie, à côté de toi il y a un avocat qui s'appelle Alex. Salut Alex. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous Alex. Alors toi de naissance, tu n'es pas que anglais. C'est vrai. Donc, je suis né en Angleterre, mais j'ai grandi surtout en Australie. J'ai déménagé en Australie quand j'ai 8 ans, mais j'étais déjà supporter de Spurs. Donc, je suis né dans le banlieue de Londres, au nord de Londres, où il y a 3 choix comme club. Tottenham, Watford et Arsenal. Et évidemment, je n'aurais pas choisi Arsenal. C'était avant l'époque Wenger, en plus, Ouais. jusqu'avant. Et j'étais passionné par Jürgen Klinsmann, qui était chez les Spurs à l'époque, l'attaquant allemand avec des cheveux blonds que j'avais quand j'étais petit. Et donc, je suis devenu fan de Spurs. Mon père aussi est fan de Spurs, donc ça a aidé. Ah oui, ça aide aussi, ouais. Oui.
Mais Il t'a un peu influencé quand même. un peu quand même, oui. Mais ouais, j'ai continué à supporter le club en Australie qui demande vraiment une motivation assez forte. Tu m'étonnes. Parce Parce que que le les match- matchs sont en pleine nuit. Oui, c'est ça. Et au début, maintenant, on peut choisir le match qu'on a envie de regarder. Mais à cette époque-là, c'était que des grands 2, 3, 4 matchs par semaine. Et donc, j'ai que vu Tottenham quand ils ont joué contre Manchester United, Liverpool, Arsenal. Donc, j'ai Les pas vu. raclés. Ouais, j'ai pas vu mon équipe gagner pendant 4 ans. Mais peu à peu, on a amélioré en tant qu'équipe et aussi, il y a plus de matchs maintenant. Donc, ouais. C'est une équipe qui a une personnalité très forte. Moi, je l'ai un peu découvert en préparant cette émission parce que c'est vrai que je suis pas du tout spécialiste de la Première Ligue et encore moins de Tottenham puisque, comme tu le dis, c'est pas la première équipe à laquelle on s'intéresse. On va en reparler dans cette émission, mais il y a une raison pour laquelle les supporters quand même parisiens, à un moment, se sont intéressés à Tottenham. C'est quand Pochettino est arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain parce qu'il arrivait de Tottenham et on entendait dire qu'il avait fait des choses absolument incroyables là-bas. Donc, on va en reparler parce que ça correspond aussi à l'ADN du club. Je vais me tourner vers toi, Antoine. Donc toi, amoureux d'Arsenal. Oui. Quand on est amoureux d'Arsenal, et c'est la dernière fois que je te poserai la question, après on arrêtera de parler de ça, on a quelle image de Tottenham? De l'extérieur? Alors, je vais pas faire le. J'aurais pas la prétention, et surtout devant des vrais Anglais supporters de Tottenham, dire que je suis un vrai fan d'Arsenal et que je Oui. déteste Tottenham, parce que voilà, moi j'ai pas de lien direct. Voilà, moi je dis toujours, je suis un sympathisant d'Arsenal. Je suis un Ouais. supporter du Paris Saint-Germain. Donc, Là, pour le coup, donc oui, mon, ça, mon, c'est mon- chez toi. mon rival où je suis content quand ils perdent, c'est l'Olympique de Marseille. Ouais. Et le Et Barça? franchement, le Barça, Non. c'est plus un. Comme dirait un bon ami à moi, on a 99 problèmes au PSG, le Barça n'en est plus un. Vu les résultats récemment contre le Barça. Mais voilà, ça me fait. En tant que sympathisant d'Arsenal, évidemment, quand il y a le North London Derby ou quand Tottenham peut se prendre les pieds dans le tapis, oui, ça me fait sourire, mais j'ai pas de rivalité particulière. Hormis, voilà, sur Twitter, je fais un peu des blagues. Si vous trouvez un tweet où il y a écrit Tottenham, et que c'est pas moi. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. J'écris jamais Tottenham. J'écris l'autre club du North London Ah, ou le d'accord. petit club du quartier, voilà, pour chambrer un peu, parce que du coup, via Twitter, on se crée une communauté. Et j'ai des amis via Twitter qui sont des supporters d'Arsenal. des supporters français aussi Ah. de Tottenham que j'aime chambrer. Voilà. Mm. Ils ont gagné l'Europa League la saison dernière. J'ai reçu beaucoup de messages parce Ah qu'il ouais. s'est dit bah oui, effectivement. Mais parce Tu que- sais, quand Tottenham n'a pas gagné de titre pendant 17 ans. 17 ans. Mm. Donc j'ai beaucoup chambré Tottenham sur cet aspect-là, via mes tweets, et du coup j'ai pris un retour de bâton tout à fait normal Qui est et tout à normal. fait légitime. Ben oui. Et Arsenal Alex. n'a pas gagné des titres européens dans son histoire, il me semble. Donc, Les gars, il y a une coupe des coupes. ah ouais, ok. Ah, ça vanne. Bon, Il y a deux coupes d'Europe pour en tout Tottenham cas- et une pour Arsenal. En tout cas, il y a un Sur la côte. truc sur la saison dernière qui est assez incroyable à décortiquer sur la saison dernière de Tottenham. C'est vainqueur de la Ligue Europa et 17e en championnat en Première Ligue, avec comme résultat le fait que le coach va se faire virer. On va raconter tout ça, mais avant, j'aimerais que vous nous parliez de Harry Hotspur. Parce que Tottenham, je vais le dire avec l'accent français, ce sera plus simple, mais Oui. les Tottenham Hotspurs, enfin on dit Hotspur, ou Hotspur. voilà, Oui. sans le S, c'est normal, Sans c'est le un, nom- S, oui. c'est un nom propre. Oui. Ça veut dire en français les éperons brûlants, les éperons chauds, mais en fait c'est un personnage. Est-ce que vous pouvez nous raconter, les garçons, qui était ce personnage qui a donné son nom au club de Tottenham? Oui, en fait, Paul. il existait un club de cricket qui s'appelle Hotspur Cricket Club. Mhm. Ça À Londres. existait avant Tottenham. Mhm. Avant Tottenham. Donc, le nom Hotspur était déjà associé avec ce club de cricket. Mhm. Mais Harry Hotspur, c'est un caractère Un d'un personnage. un personnage d'une pièce de Shakespeare. Je pense que c'était Henri IV. Oui, part Oui. one. Oui. Mm. Et il était aussi lié avec Northumberland. Et donc, le Avec qui? Northumberland, c'est une région de l'Angleterre. Ah. Mais le terrain où le cricket était joué, c'était Northumberland Park. Le parc de Northumberland. Ouais. Donc, c'était cette lien-là. Et je pense aussi que Harry Hotspur aime le combat de coq. Oui. Oui. Il paraît qu'il avait Et des pattes de coq. Pattes de coq avec les
éperons. Ouais, ou les des éperons. oui, En oui. fait, en gros, derrière ses Oui, bottes, quand exactement. il Et montait en à cheval. anglais, Ouais. ils s'appellent Spurs, les éperons. Hmm. Donc ça, c'est pourquoi on a un coq de combat sur un ballon, comme l'emblème. Comme l'emblème de Oui, Tottenham. oui. Donc en fait, c'est ça qui est incroyable, Alex, c'est que la culture et l'ADN du club de Tottenham est lié à un personnage historique qui a existé, Oui. mais un personnage d'une pièce de Shakespeare. C'est Oui. un club d'intello en fait. En tout cas, un club de poètes, quoi. Ou de, voilà. Oui, peut-être on peut dire ça. Et aussi, juste pour ajouter au propos de Paul, je pense que Harry Hotspur, il était très connu pour son audace et son courage sur Voilà. le champ de bataille, qui va peut-être revenir la culture du club et la façon comme le supporter de Spurs aime bien voir le club jouer. C'est vraiment cette idée de oser, de faire les choses avec panache. Et je pense que Harry Hotspur, il était connu pour ça. Et c'est vrai que sa personnalité, la personnalité de ce personnage, qui est vraiment un personnage haut en couleur, voilà, et a complètement déteint sur la culture foot du club de Tottenham. Et en fait, on attend, si j'ai bien compris, on attend d'une équipe de Tottenham surtout pas de se mettre en défense et d'attendre que ça passe. On attend d'eux qu'ils attaquent, qu'ils soient audacieux, qu'ils soient courageux, éventuellement qu'ils prennent beaucoup de buts, mais c'est pas grave, mais en tout cas qu'ils aillent à l'abordage un peu comme des pirates, non, Paul? Oui, en fait, il aime faire un spectacle avec du style et du passion. C'est ça. Oui, ça c'est la culture du club. Et ça dépend, bien sûr, sur les tactiques utilisées par l'entraîneur, mais vraiment, sur la passion, Ouais. c'est important. Les supporters, c'est très, très passionné. Et c'est ça qu'on aime. Du coup, ils sont exigeants, les supporters. Bon, je pense qu'en première ligue, tous les supporters sont exigeants, mais les supporters de Tottenham, vous diriez qu'ils sont exigeants de ce point de vue-là, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de spectacle, ça ne peut pas correspondre à la culture du club. On pourrait dire ça? Oui, et je pense que l'exemple le plus récent de ça, c'est quand Antonio Conte, il était coach. Je crois qu'il a été viré. Tottenham était 4e ou 5e en Premier League. Donc, ce n'était pas un mauvais classement, mais le style, la façon de jouer, il y avait une tension qui existait depuis des mois parmi les supporters. Et bon, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est raisonnable? Parce que on n'a pas le moyen d'un Real Madrid. Donc, est-ce que c'est raisonnable d'avoir envie d'être parmi les plus grands, mais aussi en jouant avec du panache? Peut-être, peut-être pas. Mais c'est ça l'ADN du club. Mais c'est aussi ce qui fait qu'il y a peut-être eu beaucoup de mouvements parmi les coachs ces derniers temps. On va évidemment, pendant cette émission, parler du coach actuel, Thomas Frank, parce que pour l'instant, je me tourne vers toi, Antoine, pour l'instant, il est arrivé cet été le jeu proposé par Tottenham, qui est bien classé en Première Ligue. Vous êtes 6e en ce moment, 5e même? 5e. Pour l'instant, le jeu proposé n'a pas l'air d'être particulièrement plein de panache, parce qu'il y a un petit souci en attaque. Pour l'instant, la promesse, on va dire, de Harry Hotspur n'est pas tenue avec Thomas Frank à Tottenham. Oui, mais Thomas Frank, il est aussi venu pour régler les problèmes de l'année dernière. Tu l'as rappelé en ouverture. Tottenham a terminé 17e, donc premier non relégable. Et Tottenham a dû son salut qu'au fait que les 3 derniers étaient vraiment cataclysmiques et qu'il y avait il y avait un gros gap qui fait que finalement, ils n'ont pas été tant en danger de relégation que ça, mais ils ont quand même terminé premier non relégable, ce qui, à l'échelle de ce qui est devenu Tottenham sur les 15-20 dernières années, est tout à fait anormal. Et donc, il fallait remettre de l'ordre dans tout ça. La victoire en Europa League ne pouvait pas, à elle seule, masquer les difficultés rencontrées par Tottenham. Donc, c'est vrai que Thomas Frank, comme il l'a fait à Brentford, où il a fait un travail qui était remarquable, il est venu d'abord pour solidifier l'ensemble, donc prendre moins de buts. Et son équipe de Brentford était une équipe qui, sans avoir beaucoup le ballon, était capable de marquer des buts et d'être spectaculaire. Et donc pour l'instant, il est dans ce chemin-là. Le problème, c'est qu'il a beaucoup d'attaquants, parce qu'il y a un secteur offensif qui est assez fourni, mais il n'y a pas de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs en quête de confiance. Il y a des joueurs qui découvrent la Première Ligue. Et donc il y a un amalgame devant qui pour l'instant se fait pas, qui peut se faire parce qu'il y a
il y a la matière, il y a le talent, il y a les Mm. joueurs. Il a aussi fait des choix. Alors, je sais pas, les garçons sont peut-être pas, c'est peut-être plus à même de moi que par là. Voilà, le joueur qui était un petit peu phare l'année dernière, en tout cas celui qui leur a donné une Coupe d'Europe, c'est Brennan Johnson. Il l'a changé de côté. On voit que ça, pour l'instant, ça marche pas. Et on a le sentiment qu'il y a certains joueurs avec lesquels c'est aussi compliqué pour Thomas Frank, qui découvre aussi ce que c'est que d'entraîner un club du Big Six. Et donc voilà, il y a aujourd'hui une alchimie qui, derrière, ça va, mais devant, mais c'est toujours le plus difficile à construire de toute façon, l'animation offensive pour tous les clubs et Ça tous les dépend, entraîneurs. puisque l'année dernière, ils avaient une bonne. Enfin, ça marchait mieux offensivement que défensivement. On va détailler ça avec Mm. vous, les garçons, hein, sur ce qui se passe en ce moment. En tant que supporter, vous la vivez comment ce début de saison? Parce qu'il y a eu des sifflets au stade, hein. Oui, Paul. oui. Ça dépend, chaque match c'est différent. Mais non, je pense les supporters c'est bien avec ce qui se passe à ce moment et voir les problèmes. C'est la première fois que Thomas Frank est entraîneur d'un grand club. Mm. Et donc, on est prêt de nous donner du temps pour lui. Vous êtes patient. Vous Oui. savez qu'il faut de toute façon de Oui, la patience. c'est vraiment mieux que l'année dernière. Ah. L'année dernière, c'était vraiment difficile pour les supporters de perdre beaucoup de matchs dans la Premier League. OK, l'Europa League était bien, mais Mais comment vous avez vécu cette saison? Parce que c'est quand même une dinguerie. La même saison, de gagner l'Europa League alors qu'on n'a pas gagné depuis trop. C'est quand même énorme de gagner l'Europa League. Alors oui. qu'on n'a pas gagné aucun trophée depuis 17 ans. Et à côté de ça, d'être mauvais en Première Ligue et de ne pas être satisfait. Alex, tu as deux cerveaux. Si tu coupes ton cerveau en deux, un qui suit l'Europa League et l'autre qui suit la Ouais. Première Ligue. Il est difficile à expliquer cette saison parce Ah que ouais? c'est tellement hors norme de voir une équipe si performante en Europe et si décevant en Premier League. Après, bon, comme je suis australien aussi, je vais défendre Ange Postecoglou qui est de Melbourne comme moi. Qui était le coach jusqu'à cet été. Oui, et je pense que on a vraiment eu une crise de blessures comme moi je n'ai jamais vu en tant que supporter chez les Spurs. Donc on était, je crois, dans 5e place en novembre. Et après, il y avait un enchaînement de blessures incroyable. Donc, on peut peut-être se poser des questions. Est-ce que le style de Postecoglou a augmenté les chances d'avoir ces blessures parce que c'est un style avec beaucoup de courses intenses? Est-ce qu'il a bien adapté? Peut-être pas. Mais je pense qu'il y a un contexte qui peut expliquer pourquoi on n'était pas en mesure de être compétitif à travers le Premier League et le Ligue Europa. Mais En fait, faire les deux en même temps, c'était trop. C'est Oui. presque, ça a été sacrifié, presque, la Première Ligue, du coup. on peut dire ça je pense qu'on peut dire ça C'est parce arrivé que dans l'histoire du PSG, des saisons où les anciens joueurs te disent on avait sacrifié le championnat parce qu'on savait qu'on n'avait aucune chance. aussi, quand il est arrivé, tout le monde lui a dit que Tottenham n'a pas gagné de trophée. Il faut gagner un trophée. Parce que sinon, il y a des gens qui nous chambrent sur Twitter. Ça, c'est Antoine. Et il a dit, qu'est-ce qu'il nous faut pour changer ces clubs, pour changer de direction? Il faut un trophée. Donc, je ne peux pas faire le deux. Qu'est-ce que je vais prioriser? Si je suis 6e, ça ne change rien. Donc, je pense qu'il a fait un choix tactique. Et on avait une façon de jouer en Premier League que si on n'était pas au top, on perdait. On n'avait pas de match nul. Donc, c'était high risk. Donc, parce que un football où on est beaucoup porté vers l'avant et on ne cadenasse pas derrière. Et ça fait aussi partie du coup de ce qu'attendent les supporters. Mais bon. Et donc, un peu trop. Avec le déséquilibre vers l'avant avec Postecoglou. 65 buts encaissés, je crois, en Première Ligue. Il y a un phénomène aussi en Première Ligue qui est assez propre à ce championnat-là, c'est que quand il y a un gros qui est un peu en difficulté, les équipes qui sont soi-disant plus faibles et qui voient que ce gros-là est en difficulté, quand ils te jouent le week-end, mais ils veulent t'abattre. Et donc ils ont vu que Tottenham avait des difficultés, et donc c'était pas on va essayer de faire quelque chose contre Tottenham, c'est Tottenham vient, ou on va à Tottenham, on va prendre 3 points. Et du coup tu te retrouves dans une dynamique, dans un cycle où tu joues contre toutes les équipes qui jouent contre toi, de toute façon elles sont parties pour te faire très très mal. Et donc, parce qu'elles ont un vrai intérêt à te faire tomber comptablement. Et donc voilà, et à partir du moment où tu fais plus peur en Première Ligue,
Tous tes adversaires, ils veulent te faire très très mal. Et donc Tottenham s'est retrouvé dans cet engrenage-là, un peu comme Manchester United depuis plusieurs années, qui fait plus peur à grand monde. Et tu vois, pour les Français qui ont l'habitude du grand Manchester de Sir Alex, tu les vois aller perdre à Sunderland, mais tu dis, mais en fait, quand ils arrivent à Sunderland, les gars de Sunderland, ils voient pas Manchester United de Sir Alex. Ils voient un club qui est 14e. Ils voient un club qui est 14e de Première Ligue. Donc s'ils sont 14e, on va leur faire mal. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Tottenham. Et c'est vrai qu'effectivement, à un moment de la saison, tu sens vraiment un basculement dans les choix de Postecoglou et dans la façon d'aborder les matchs. Et à un moment donné, tu fais le calcul. Pour gagner l'Europa League, à un moment donné, quand tu arrives en 8e de finale, il faut gagner 7 matchs. Avec l'équipe que tu as, pour gagner 7 matchs, tu peux. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Même si la finale était horrible, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Elle a été horrible, la finale. Vous en foutez, non? Alors, vous en foutez complètement. Mais la finale de Ligue Europa, on parle évidemment. En termes de qualité de football. C'était qui l'adversaire déjà? Manchester United. C'est une des plus. Non, mais le 14e contre le 17e de Première Ligue, c'est une dinguerie absolue cette finale. En termes de qualité de football, c'est une des pires finales d'Europa League depuis que moi je suis le football. Comment vous l'avez vécu, vous? Oh non, c'était le plus beau match. C'était une très belle finale, forcément. Bien sûr, parce qu'on a gagné. Bien sûr, c'était un beau match. Évidemment. En parlant de beaux matchs, donc le Paris Saint-Germain a rencontré Tottenham seulement 2 fois. Une fois en match amical, en plein été, au mois de juillet. Victoire de Tottenham 4-2, si je me rappelle bien. Et donc, l'image qui est derrière moi, c'est une image tirée de ce match. C'est ça s'appelle comment déjà, Super Coupe des Coupes de la Coupe. Super Coupe d'Europe. Voilà, merci. Super Coupe, je confonds tous les... Voilà. Super Coupe d'Europe, évidemment, entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de la Ligue Europa de la saison dernière. J'ai choisi cette image-là parce que c'est une image de combativité qui ne met pas en avant plus une équipe que l'autre. Là, vous voyez vraiment des joueurs qui sont en train de se battre pour obtenir le ballon. C'est le Paris Saint-Germain qui gagne après avoir été mené 2-0. On gagne grâce à une tête de Ramos à la 94e minute. Et puis ensuite, on va au tir au but et on gagne au tir au but, notamment grâce à un arrêt de Lucas Chevalier. C'était très serré. Le Paris Saint-Germain était vraiment très, très, très fatigué. Ça se sentait. Mais vraiment, Tottenham a proposé quelque chose de bien. Vous, ce match-là, vous l'avez vécu comment? De gagner contre le Paris Saint-Germain? Parce que pour le coup, c'était pas le 14e de Première Ligue sur ce... Vous n'avez pas gagné, pardon. De jouer comme ça contre le Paris Saint-Germain. Non, pour moi, on n'a pas perdu le match, mais on a perdu le tir au but. Oui, donc, c'est un peu vrai. En fait, je trouve que les tirs au but, c'est un petit peu comme un loto. Tu dis ça quand tu perds, mais quand tu gagnes, tu trouves que ton gardien a été excellent. Il n'y a rien que l'entraîneur peut faire pour le tir au but. C'est aux joueurs. Et si un joueur, 2 joueurs manquent un tir au but, c'est... Bah chez nous, Vitinha a raté. Vitinha n'a pas cadré le tir au but aussi. Donc, c'était vraiment très serré, même au tir au but. Très serré. Vraiment très serré. Et toi, Alex, vous êtes quand même parisien, vous vivez à Paris tous les deux. Oui. Je ne vous ai même pas posé la question, mais le Paris Saint-Germain, ça représente quoi pour vous? Vous avez vous intéressez un peu à son actualité ou pas du tout? Il y a longtemps, quand je suis arrivé, j'ai regardé des matchs au Parc des Princes. Donc dans les années 90? Oui, dans les années 90. Et puis, parce que j'habite dans le nord-ouest de Paris, j'habite pas loin de Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Et quand j'habitais à Maison-Lafitte, qui est pas loin de Poissy, maintenant il est en train de Poissy. Donc, il y avait aussi un jour, j'étais dans un bar tabac à Maison-Lafitte et j'ai vu le gardien de Paris Saint-Germain vient. Lequel? Je ne Bernard Lama? Oui, je pense que c'était Bernard Lama. Oui, le meilleur de je ne l'histoire. sais pas qu'est-ce qu'il a acheté dedans, mais... des cigares. Des clopes. Mais qu'est-ce que tu fous là, Bernard? Parce qu'il y avait des joueurs de Paris Saint-Germain qui habitaient à Maison-Lafitte. Bah oui, autour de... Oui, donc... Bon, mais en tout cas, tu regardes pas tous les matchs du PSG, toi? Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis... Tottenham. Je crois qu'on l'a bien compris. Et toi, Alex, quand même, tu regardes un peu le PSG ou pas du tout? Un petit peu, parce que ma belle famille sont des grands supporters de Tottenham. Et, de Tottenham? Pardon, de PSG. C'est dur à dire. Oui, non. Parce que ta compagne est parisienne, enfin, est française. Oui, et elle a grandi juste à côté de Saint-Germain-en-Laye aussi, donc juste à côté de l'origine du club PSG. Et
En fait, j'avais du mal à tisser un lien avec PSG quand je suis arrivé en 2019 parce que c'était l'époque où c'était plus difficile de faire un lien avec PSG. Mais l'équipe comme elle existe maintenant, c'est impossible de ne pas apprécier cette équipe. Et donc, Au niveau foot, quoi. Au niveau foot, mais aussi au niveau la culture qu'ils ont instaurée, cette idée de la collective aussi, et de voir de jeunes joueurs talentueux font ce qu'ils font, c'est agréable. Donc, j'étais très content quand ils ont gagné le Ligue des Champions. Et c'est gentil. Ouais. Quand même éliminé Arsenal en demi-finale, ça En aide, plus. ça aide pour être bien vu des supporters En fait, de Tottenham. vous êtes un peu la seule. Ah bah non, puisqu'on vous a battu en Super Coupe des Coupes. Sinon, vous étiez la seule équipe anglaise qu'on n'avait pas battue pendant la saison, parce qu'on a battu toute la première ligue quasiment. Ça vous a fait plaisir, ça, ou pas? Non. 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 Oh, il s'en fout. Arrêtez de me parler du PSG, je m'en fous. Un truc important que tu as dit, Alex, sur la jeunesse du Paris Saint-Germain, c'est pour le coup quelque chose que vous partagez, vous, à Tottenham, parce que actuellement l'équipe est jeune. Oui. J'ai vu que l'âge moyen de l'effectif, c'était 22 ans et 8 mois, je crois. Donc c'est vraiment à peu près équivalent à ce qui se fait au Paris Saint-Germain. Ça, c'est quelque chose que vous, en tant que supporter, qui vous plaît d'avoir une équipe jeune? Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont sortis de chez vous, Oui. Harry Kane et compagnie. Donc, personnellement, oui. Après, je trouve qu'il y a parfois une incohérence dans nos ambitions en termes de résultats et le fait que nous avons autant de jeunes. Ah, Donc, mais regarde au PSG, ça marche? oui, je pense que Enfin, c'est plutôt l'exception que la règle. oui, Je pense peut-être, qu'il faut ouais. être patient si on a beaucoup de jeunes. Ouais. Et bon, Matthias Tel, Wilson Odobert, Archie Gray, Bergval, ce sont tous des joueurs de grands C'est talents. pas les mêmes jeunes que ceux du PSG. Non. C'est- Même s'il y en a qui viennent du PSG. Oui, mais il y a Non, un Wilson Odobert, il est un formé gap. chez nous. Il y a un Mais gap. ouais, Mais il faut quand même un certain niveau de patience. bien sûr. On a vu ça avec Arsenal, avec Arteta, avec Saka et Odobert, ça a pris du temps. Et parfois, on n'est pas assez patient. Donc, je pense qu'on a une incohérence un petit peu sur notre désir d'avoir des jeunes, mais aussi notre désir d'avoir des résultats tout de suite. Ouais. Il y a notamment un joueur avec lequel vous n'êtes pas patient de fou, c'est Xabi Simons. On va en reparler dans un instant, mais juste avant, il faut qu'on me dise aussi autre chose sur le club de Tottenham, c'est que le président historique s'est fait virer cet été, mais comme un malpropre. C'est-à-dire que coup de fil, tu reviens pas demain, on ferme à clé et tu reviens jamais dans ton bureau. C'était un peu, je sais pas si je peux faire cette comparaison, mais je vais dire que c'était un peu l'équivalent de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, c'est-à-dire président historique, tout puissant dans son club, Daniel Lévy, son nom, tout puissant dans son club, très important même au niveau peut-être des instances et globalement du football anglais, disparu de la circulation du jour au lendemain. Ouais. Paul? Moi, je ne sais pas parce qu'en fait, on ne sait pas tout ce qui va passer derrière les portes. Comme supporter, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas. Mais je pense qu'ils ont mis en place une hiérarchie dans le club pour faire cette mission. Et peut-être la famille Louis, qui est le Propriétaire du propriétaire club, du famille club, milliardaire. a poussé un petit peu parce qu'il y a maintenant les enfants de Eric Lewis, qui est le vrai propriétaire. Parce que maintenant, Eric Lewis il est 80 ans ou quelque chose comme ça. Je crois 88, Donc, il le ouais, disait 88, dans un podcast de l'équipe. Donc, les enfants prennent un petit peu plus de place dans la hiérarchie du club et tout ça. Donc, je pense que c'est juste une évolution qui a été demandée par les supporters pendant toute la saison. Ah, donc les supporters étaient d'accord avec ça. Le supporter a peut-être poussé un petit peu. D'accord. Donc c'est pas quelque chose qui vous a, vous, traumatisé, le départ de Daniel Lévy. Pour vous, c'était le moment. Non, moi j'étais content avec Daniel Lévy, mais je pense que Eric Lewis et ses enfants a vu la réaction des supporters pendant la saison et décidé que c'est le moment. Peut-être c'est le moment. Oui. Et toi, Alex? Donc, tout dépend de qu'est-ce que c'est la suite. Parce que c'est facile d'avoir envie que le chef d'État part, mais qui va le suivre? Daniel Lévy, je suis très reconnaissant du travail qu'il a fait sur les 20 dernières années. Il a vraiment fait un travail incroyable. Mais je suis d'accord que je ne pense pas qu'il était capable de faire en sorte qu'on arrive au niveau supérieur. Et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, que Tottenham passe un cap et Tout à fait. devienne un très grand club.
Oui, parce que quand on regarde en termes de revenus de club, je pense qu'on est dans le Très 8e. bien placé. Oui, ouais. mais on ne se comporte pas comme ça. Nos résultats ne sont pas cohérents avec ça. Et donc, Lévis, ce qui a marché avant ne marche plus maintenant. Mais on peut aussi aller en arrière plus qu'en avant. Donc, je pense que tout est possible. Il y a beaucoup d'incertitudes. La valorisation de Tottenham en 2023, c'était 2,8 milliards de dollars. Mhm. C'est beaucoup, hein. Mhm. Et avec en plus une évolution par rapport à l'année précédente de plus 19%. Donc Mm. je suppose que depuis, ça a encore augmenté. Et un chiffre d'affaires de 591 millions de dollars, bénéfice d'exploitation, c'est ça qui est énorme, 152 millions de dollars en 2023. Donc post-Covid, c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'au niveau financier, c'est un club qui se porte bien, quoi. Ils ont les revenus de la Première Ligue et ils ont le stade aussi. Alors, qui est le nouveau stade. Oui. qui est le dernier le dernier né des stades en Angleterre, qui a 5 ans, qui a accueilli de la NFL notamment il y a quelques semaines. Donc c'est un stade qui peut générer énormément de revenus pour les Spurs. Et effectivement, c'est un club qui a des moyens. Et qui a été freiné un petit peu, on va dire, par le côté un peu radin et pingre de Daniel Levy. Ils disent oui. Quel radin. Voilà, Daniel Levy. Alors, c'est pas son argent. Hein. Alors, c'est pas son argent. Mais pour prendre des exemples assez concrets, Daniel Levy, dans les négociations de transfert, c'est pire qu'Aurelio De Laurentiis. Le président du Napoli, qui est réputé pour être assez très dur. Il a vendu Gareth Bale au Real Madrid pour une somme faramineuse. Il a vendu Harry Kane, qui était pourtant à 1 an de la fin de son contrat, pour une somme très très élevée pour un joueur qui était au-delà des 30 ans, même si Harry Kane est un buteur fantastique. Pour le coup, mais, non, mais ça se passe plutôt pas mal au Bayern. Mais des joueurs de cet âge-là, avec qui il reste aussi peu de contrats et qui partent à ce prix-là, il n'y en a pas. Donc voilà. Par contre, le revers de la médaille de Daniel Levy, c'est que ça fait 5 ans que Tottenham a un nouveau stade qui est fantastique et exceptionnel. Il n'y a pas de naming, parce qu'il a refusé toutes les offres de naming, parce que pour lui, c'est pas assez le prix qui est demandé. Et donc, c'est bien ça, non ? Oui, mais en fait, tu t'assois quand même sur 20 millions d'euros par an, parce que tu as des offres à 20 millions d'euros pour faire le naming de ton stade. Donc, mais voilà, donc voilà. Et pour moi, après, je sais peut-être que ils auront un avis différent. Pour moi, Daniel Levy, il a atteint sa limite en 2019. Tottenham fait finale de Ligue des Champions avec Pochettino. Ils perdent contre Liverpool. Et ça fait, depuis que Pochettino est là, ils ont dû faire 2 ou 3 deuxième places derrière City. Voilà, donc... Mais ils ont fait des deuxièmes places derrière City sans jamais vraiment tutoyer City. C'est-à-dire qu'ils sont loin de City, mais c'est quand même eux. Ils sont quand même le premier des 19 autres, quoi. Ce qui est quand même énorme. Et tu fais finale de Ligue des Champions. Et pour moi, cet été-là, Tottenham aurait dû aller chercher des grands noms, des grands joueurs. Parce qu'ils avaient Harry Kane, ils avaient Hugminson, le Coréen, qui était le partenaire de Kane en attaque. C'était un duo exceptionnel, un des meilleurs de l'histoire de la Première Ligue. Et par contre, ils avaient des bons joueurs derrière et au milieu, mais ils n'avaient pas des grands joueurs. Et pour moi, cet été-là, Tottenham aurait dû casser un peu sa tirelire pour aller chercher des grands joueurs pour faire passer un step et que faire finale de Ligue des Champions ou demi-finale, on va dire, ça devienne un standard. Et que tu puisses après, voilà. Sauf que Daniel Levy, cette année-là, il achète qui ? Il achète Tanguy Ndombele. Alors, j'adore Tanguy, mais Tanguy Ndombele, à ce moment-là... Ça claque un peu moins qu'Harry Kane. Mais c'est une promesse. C'est pas un joueur confirmé, c'est un joueur qui doit franchir un palier. Et donc, quand tu es un club qui doit franchir un palier et que tu prends un joueur qui doit franchir un palier, la marche, elle est trop haute tout d'un coup. Et pour moi, Daniel Levy, il a atteint sa limite à ce moment-là. C'est-à-dire, il n'a pas été capable de voir qu'il fallait qu'à un moment donné, il ose plus, il soit un peu plus dans l'esprit de Harry Hotspur et qu'il soit un peu plus audacieux sur son mercato, sur la vision qu'il avait de son club. Il est resté trop près de l'image qu'il avait du Tottenham. Il a fait un truc incroyable pendant 20 ans, parce que Tottenham était un club avant l'arrivée de Daniel Levy, qui jouait plutôt milieu de tableau, qui avait du mal à retrouver son lustre d'antan. 17 ans sans trophée. Voilà, la dernière, c'était la Coupe de la Ligue avec Harry Redknapp en 2008, mais c'est beaucoup trop peu. Mais il a quand même amené Tottenham à jouer la Ligue des Champions quasiment tous les ans. Et la période Pochettino le montre assez bien. Ça, c'est très fort. Mais le dernier palier, lui, il ne pouvait pas le faire. Et on ne l'a pas dit, mais il y a une devise du club de Tottenham qui est vraiment très claire et très transparente et qui vient de la devise latine Audere est facere. C'est to dare is to do. Vous traduiriez ça comment, vous les garçons ? Mais, oser, c'est faire, quoi. Oui, c'est en latin, c'est audere facer. Ouais. Donc, oui, c'est oser. Oser, c'est faire. C'est faire, oui. On pourrait dire ça comme ça. Oui. Ça claque plus en anglais et en latin qu'en français.
Comme souvent les devises. Et les... Comme le rap. Non, comme beaucoup de choses. En comme français, beaucoup ça de claque choses, quand même comme aussi. beaucoup de choses. Mais bon, voilà, l'anglais, ça sonne quand même très très bien. Bon, on va quand même dire un mot sur ce qu'a réalisé Mauricio Pochettino, donc ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui est arrivé sur le banc du PSG après avoir été à Tottenham. Est-ce que vous diriez, vous, que dans l'histoire que vous avez connue de votre vivant de Tottenham, c'est le meilleur coach que vous ayez eu? Non, parce que le meilleur coach qu'on a eu était Bill Nicholson. Qui? Bill Nicholson. Bill Nicholson? Oui, dans les années Tu peux le dire avec l'accent 60. Bill Nicholson. Bill Nicholson. c'est Je le dis avec l'accent français parce que... C'est celui des années 60 qui a gagné le double, plein de trophées. Ouais. Ok, que du coup, toi, t'as connu Oui. quand t'étais petit. Et c'est lui qui a la citation qui incarne le plus la culture du club, qui est le foot, c'est la gloire. C'est l'idée de faire des choses avec du style et du panache, de ne pas attendre que les autres meurent d'ennui et que ça vaut mieux d'échouer en visant haut que réussir en visant bas. Et nous, chez les Spurs, on a placé nos ambitions haut, si haut, que même l'échec a un écho de gloire. C'est une citation très connue de Bill. Tout ce que tu viens de dire là, c'est sa citation? Oui. Ah ouais. Et que... Donc, tu la connais vraiment, par cœur, quoi. Je me suis dit, peut-être ça va tu arriver l'as dans révisé cette podcast. J'ai demandé à ChatGPT comment faire les traductions. Mais, Trop fort. Et donc, vraiment, c'est un des grands... C'est notre Ferguson à nous, au Bill Shankly, le gens des Liverpool. Donc, moi, je n'ai pas connu ces coachs-là, mais c'est clair que c'est le plus grand. Mais on peut quand même dire que Pochettino, c'est un grand coach. Oui. Il a fait des grandes choses, en tout cas, à Tottenham. Dans les derniers 30 ans, il a été le meilleur. Et, on avait des bons coachs pendant cette temps comme Martin Jol, c'était bien. Harry Redknapp, oui. Mais oui, non, pour arriver au final de Ligue des Champions, oui, il est vraiment quelque chose que on a cherché de faire ça pendant 60 ans. Et avec lui, vous avez pris du plaisir. Parce qu'il y avait la solidité défensive et la capacité à attaquer avec gloire. C'est ça? C'est le moment le plus heureux de ma vie en tant que supporter de Tottenham. On était très solide en défense avec Alderweireld, David Tongen qui était très fort, Kyle Walker, arrière droite, Danny Rose qui était très fort pendant quelques années. Et puis au milieu, Moussa Dembélé qui était vraiment un talent très sous-estimé. Avec un grand Dele Alli, un Harry Kane, un Heung-min Son, un Christian Eriksen. Et sur le banc, le joueur comme Moura, Lucas aussi. Il a mis un triplé fameux d'ailleurs avec... Oui, ouais. pardon. Lucas Moura, on le connaît bien, oui. champion mon frère, voilà, c'est un joueur qui nous a marqué aussi. Mais il ne mettait pas des triplés chez nous. Il le mettait rarement pour nous aussi, mais c'était quelqu'un qui était capable de parfois sortir des choses que personne d'autre était capable de faire. Mais non, cette époque était vraiment... une époque géniale où on était agréable à regarder. Je pense qu'on était souvent la deuxième équipe d'autres supporters. Mais pour revenir à ce que tu as dit avant, Antoine, je pense le fait, après le final de Champions League, on a toujours eu Kane et Son, deux des plus grands joueurs dans l'histoire de la Premier League. Le fait de si mal gérer cette époque-là et se retrouver 5 ans plus tard avec une équipe qui est 17e, c'est pas normal. Et c'est pour ça que je pense que Levy s'est fait virer. Donc vous validez ce que disait Antoine tout à l'heure, qu'il y a eu un tournant qu'il n'a pas su prendre il y a 5 ans. Il était jamais fort sur l'aspect foot. C'était quelqu'un qui pouvait créer un business et qui était très fort dans les questions d'infrastructure. Donc c'est pas juste le stade, aussi un centre d'entraînement qui était parmi le meilleur en Europe. Mais il était radin, donc ça c'est un truc. Il gagnait des batailles, mais jamais les guerres. Et aussi, même quand il a osé, il a mal fait. Donc, Ndombele, c'est un exemple. Souvent, quand on dépense beaucoup d'argent, ça ne marche pas. Donc, je pense qu'il n'était pas fort dans ses choix stratégiques non plus, sur le foot. Et sur Xabi Simons, il a dépensé 50 millions d'euros.
ce qui pour l'instant peut peut-être paraître beaucoup aux supporters de Tottenham. Juste avant maintenant qu'on parte vraiment sur cette saison et sur ce que fait aujourd'hui Tottenham et sur qui sont les joueurs que les supporters du Paris Saint-Germain doivent avoir à l'œil pour le match de la semaine prochaine. Par rapport au stade, puisque vous savez que ça concerne aussi les supporters du Paris Saint-Germain, cette question-là, vous avez donc dit adieu à un stade historique. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Où se situe le nouveau stade? Est-ce qu'il est au même endroit? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est toujours dans la ville? Ça se passe comment pour vous? En fait, le nouveau stade, c'est presque dans le même endroit. Donc dans la ville? Oui, dans la ville. En fait, c'est la moitié de l'ancien stade et maintenant le côté sud de le nouveau stade. Et Daniel, il est passé beaucoup des années pour acheter les immeubles au nord de l'ancien stade pour construire le nouveau stade. C'était un projet qui a duré presque 20 ans, je pense. Et puis, donc, c'est presque dans le même endroit. C'est incroyable quand même. Les supporters toujours parlent de White Hart Lane. Même si maintenant c'est le Tottenham Hotspur Stadium. Oui. Qui est le nom de l'ancien stade. Mais c'est vraiment plus grand. C'est gigantique. J'ai vu une fois pendant la construction. Mais c'est magnifique. C'est un magnifique stade. Tout le monde qui a visité dit à moi que il faut aller. T'as pas encore été, toi? Non. Non, Paul. Oui. Mais comment ça se fait? Parce que il a ses responsabilités chez le pub, chez le Cock and Bulldog, président de... Il a des raisons, comme pour aller au match en Angleterre, c'est les transports qui est cher, c'est les billets qui est cher. Pour aller voir un match à Tottenham, je pense que ça va me coûter environ 400-500 €. C'est énorme. Donc c'est énorme. Aussi, il y avait, pendant ce temps-là, le Covid. Oui, c'est vrai. Oui, puisque le stade a ouvert en 2019. Donc, Et aussi, cette année, je suis allé en Angleterre 5 fois, mais j'ai jamais eu le temps pour regarder un match. En fait, tu préfères être au pub. À vous. Non, ça va être grand quand même quand tu vas y aller. Ça va être un grand moment quand tu vas découvrir le nouveau stade. Et toi, Alex, tu y as déjà été? Oui, plusieurs fois. Et non, je confirme, c'est vraiment exceptionnel sur tous les niveaux. Déjà, vous êtes très près du terrain, donc qui n'est pas toujours le cas dans les nouveaux stades, mais ils ont fait en sorte de vraiment essayer d'être le plus près qui était légalement possible. Avec c'est très pointu, donc les supporters sont sur le pelouse et tout a été fait pour que l'acoustique soit brillant. Qui veut aussi dire que quand on raille aussi, on l'entend, mais quand l'ambiance est bien, c'est très cool. Et aussi, je pense qu'une manière d'évaluer un stade, c'est est-ce que c'est possible de chercher une bière et aller aux toilettes pendant le mi-temps et pas rater le début de deuxième mi-temps? Et c'est possible. Il y a plein de toilettes. En fait, ils ont des robinets de bière qui sont automatiques, qui je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est très efficace en termes de... En fait, la bière est autorisée. L'alcool est autorisé. Oui, donc pas aussi à vos places, mais dans les tribunes, oui. Pardon. Dans les coursives. Oui, pardon, oui. Donc, parce qu'en France, c'est plus autorisé aujourd'hui. On peut boire de la bière que sans alcool au stade. Je pense que une des raisons pour lesquelles le stade génère autant de revenus, c'est qu'ils ont fait tous pour qu'au lieu d'aller au pub avant, vous venez au stade avant, vous restez après. Et tu dois boire ta pinte en 10 minutes, parce qu'après, tu ne peux pas la rapporter à ta place, si j'ai bien compris. Ça, c'est vrai, mais vous pouvez arriver... C'est pas un problème. Vous pouvez arriver quelques heures en avance et vous pouvez rester quelques heures après. Donc en fait, après le match, tu peux rester en coursive en fait. Oui, en fait, ils ont de la musique. Parfois, l'ambiance est agréable. Donc, ils essaient de faire en sorte que ça soit un lieu pour fêter avant et après. C'est pas comme chez nous où les stadiers te mettent dehors du stade 5 minutes après le sifflet final. C'était comme ça avant, mais ce n'est plus le cas. Ils ont bien raison. Et le public, les supporters de Tottenham, ils ont sociologiquement, c'est quel genre de population? Moi, j'ai posé la question à ChatGPT aussi pour voir le truc général qui allait sortir. Ce que j'ai lu, c'est multiculturel et familial. Est-ce que c'est comme ça que c'est ça? Oui, c'est exactement comme ça. Peut-être ça a changé parce que les habitants autour de la stade ont changé pendant les années. Avant, c'était beaucoup
des travailleurs. Des ouvriers, quoi, famille. Les ouvriers, oui. Maintenant, c'est un mélange des ouvriers, des gens qui travaillent dans la cité, des gens de la banlieue. Donc c'est très mélangé, quoi. Oui, c'est vraiment, très mélangé culturellement. maintenant. Oui, je ne sais pas si tu... Non, je suis d'accord. Oui. Et est-ce que c'est une réalité qui existe dans beaucoup de stades? Est-ce que politiquement, il y a des tribunes qui sont plus ou moins à gauche, à droite, je sais pas quoi, ou pas du tout? Non, C'est pas- moi, j'ai jamais repéré qu'il y a des tribunes avec une affiliation politique. Non, Non. c'est pas du tout Non. un sujet à Tottenham. Non. Il y a Non. des ultras? Enfin, on dit pense pas ultra en des- Angleterre, Non, mais il n'y a plus Il y a d'ultra. Il y a tout, plus là. d'ultra dans la d'ultra. Premier il League. y en a eu ouais. à un moment. Il y avait ça. Il y avait des assauts de supporters. On ne peut pas parler des ultras, mais il y a des supporters très, très passionnés de leur club. Mais je ne pense pas des ultras comme ça. Genre avec Non, des il y a drapeaux, pas. les chants. Il y a beaucoup de drapeaux, il y a beaucoup. ouais. Et en fait, les supporters de Tottenham font des bonnes chansons toute le match partout. Tu sais, en France, Ouais. parfois on fait même tourner des vidéos sur l'humour dans les chants des supporters anglais, Oui. qui arrivent toujours à inventer des paroles marrantes quoi, sur les joueurs, etc. Est-ce que c'est le cas à Tottenham? Est-ce que vous diriez que c'est des tribunes où il y a de l'humour dans les chants ou pas trop? Un petit peu comme tous les Comme partout en supporters. Angleterre. C'est pas, Ouais. ce sont des chansons qu'on peut se répéter ici, mais Ah bon? un peu comme tous les supporters Vous pouvez anglais. nous donner un exemple, par exemple, d'un chant qui est vraiment chanté que à Tottenham, par exemple sur un joueur? Il y a plus de chants sur les joueurs qu'en France. En Angleterre, c'est ce qu'on entend souvent dire. Paul, tu nous pousses la chansonnette? Comme on avait Harry Kane Ouais. chez nous, c'était quoi c'était? Harry Kane, he's one of our own. Ouais. Et souvent il y a Come on you Spurs. Et puis C'est court, hein, dis donc. Ouais. Vous Ça, vous c'est cassez les- pas la tête. ça, c'est hein. les choses. C'est pas. Ça c'est les choses courtes. Ouais. Mais il y avait des autres chansons qui est un petit peu plus longues comme I want to be in your number. Je peux vous faire partie de votre Oui, effectif, on peut ça dire ça? s'est fait beaucoup. Il y a aussi Glory, Glory Tottenham Hotspur. Glory qui est inspiré Oui, du coup comme de Nicholson. Oui, Ouais. oui. C'est un mot qui est important quoi, Oui, dans l'histoire oui. de... Avant la chanson était Glory, Glory, Hallelujah. Et ça Ah ouais? ça vient de ça. Mais depuis les années 70, ça vient On a enlevé le Glory, Alléluia. Tottenham Hotspur. Oui. Ok, c'est du Mais Handel, non? dans les années 60, c'était Glory, Glory, Hallelujah. Tu l'as chanté ça, toi? Ah oui? Non, pas vraiment, parce que j'étais pas dans la tribune du Sud. Ah voilà, J'étais donc dans il y a la une tribune où on chante plus alors. Oui, c'est la C'est la tribune du tribune Sud. Sud. Oui. Ok, d'accord. Oui. Alex, tu veux pas nous chanter un petit truc là? T'as cru Non, que je t'avais oublié ou non, quoi? non, c'est bon, c'est bon. Allez. Non? T'as bien un exemple? Oui, je pense que sur les joueurs, donc une chanson que j'ai pas entendue parmi d'autres clubs, il y en a un pour Heung-min Son qui était Nice one, Sonny, nice one, Son, nice one, Sonny, let's have another one. C'est très mignon. Oui, c'est mignon. Et l'origi- comme l'homme, comme le joueur. Oui, c'est ça. Très souriant. Mais l'original était Nice One Cyril. Et ça, Ah. c'était pour Cyril Knowles pendant les années 60-70. D'accord. Donc ça se réutilise. Réutilisé, Quand un oui, joueur est oui, marquant, oui. on peut recycler le chant. Bon, les garçons, c'est le moment maintenant de nous dire un peu à quoi on doit s'attendre, nous, les supporters du Paris Saint-Germain, pour le match de la semaine prochaine. C'est quand déjà? Mardi ou mercredi? J'oublie Mercredi. tout le temps. Merci. J'ai mon ordinateur de poche à côté de moi, c'est très pratique. Mais là, heureusement, Je le commente, heureusement parce qu'il joue le North London Derby dimanche. Donc Oui, contre Arsenal. Ouais, Ah oui, oui. ah oui, ils intéressant. ont une grosse semaine là. Intéressant parce que c'est pour l'instant, en tout cas, depuis le début de la saison, c'est votre plus grosse semaine hein, d'enchaîner Arsenal et le PSG, c'est quand même costaud. Donc vous aurez joué le dimanche soir un très gros match contre Arsenal, alors que nous, on joue samedi.
Certes, c'est contre Le Havre de Mathieu Bodmer, mais c'est... Et Didier Digard. Et Didier Digard, qui sont tous les deux des anciens joueurs du PSG. Il y a Nicolas Douchez aussi qui entraîne les gardiens là-bas, des anciens joueurs du PSG. Mais voilà, ce sera un match forcément un peu moins difficile pour nous. Au niveau de la Ligue des Champions, parce que là on dit que voilà, le jeu proposé cette saison n'est pas encore... Mais bon, vous avez 0 défaite en Ligue des Champions pour l'instant, sur 4 matchs, 2 victoires et 2 nuls. C'est bien ça. Oui, c'est bien, mais le match contre Monaco, on avait la chance en fait, parce que le deuxième mi-temps, on n'a pas joué bien du tout. Et on avait la chance pour finir ce match 0-0. Oui. Ouais, vous auriez plutôt mérité une défaite sur ce match-là pourtant. Oui, je pense. Mais, et les autres, le meilleur match de la Ligue des Champions pour vous cette saison, ce serait contre quelle équipe? C'était contre Copenhague. Ouais. C'était le seul. C'est le dernier que vous avez joué, je crois. Oui, c'est le seul match où on a vraiment fait une prestation où on s'est dit, ouais, on a mérité de gagner, de bien gagner. Et c'est le meilleur match de Xavi, d'ailleurs. Xavi Simons. Ah ouais. Sur les autres matchs, même si les résultats sont corrects, les prestations sont pas terribles. Et donc, on se pose des questions. Est-ce que ça reflète la réalité ou parfois, on peut avoir des bons résultats et c'est pas durable dans le temps. Mais, déjà bien, parce que je fais une parenthèse, mais hier soir, les féminines du Paris Saint-Germain ont perdu pour la 4e fois de suite en Ligue des Champions. 4 matchs, 0 points, 4 défaites. 0 points, tout simplement. Et pour le coup, c'est pas catastrophique dans le jeu, mais voilà, c'est juste des défaites, quoi. C'est horrible à vivre, hein, franchement. Donc là, ça va, 2 victoires, 2 nuls. Comment vous l'envisagez, ce match contre le PSG? Vous, en tant que supporter, vous attendez à quoi? Mais moi j'entends de ne pas perdre cette match. Ah ouais, t'es pas serein, quoi. Ouais. et aussi, si on peut faire un petit peu mieux qu'on a fait dans le Super Cup, parce que je pense qu'on peut gagner, mais je sais que Parc des Princes, c'est un difficile stade pour les visiteurs. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, j'espère qu'on ne va pas perdre ce match, mais on a une chance de gagner. Ah bah oui, clairement, comme toutes les équipes de foot. Hein. Surtout qu'on est un petit peu diminué. Ça vous aura pas échappé, il nous manque 2-3 joueurs. Eux aussi. Ah, alors voilà. Alors moi, j'ai sous les yeux la compo de Tottenham sur le dernier match. Voilà. J'ai les remplaçants et j'ai la liste des blessés. Je vous montre donc ça, c'est les remplaçants, la liste des remplaçants. Et ça, c'est la liste des blessés. Pour ceux qui vont voir à l'image, y a autant de blessés que de remplaçants et ça fait beaucoup. Déjà, il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif, hein, clairement. Les absents sur le dernier match, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Et, What sans faire beaucoup de bruit, on a quand même une crise de blessure qui est assez importante. Comme la saison dernière, finalement. Oui, et on a parlé avant sur la difficulté en attaque, et c'est pas forcément surprenant quand on considère que sur nos 4 joueurs peut-être les plus performants d'un point de vue offensif de la saison dernière, il y a James Maddison qui est blessé depuis longue date. Il y a Kulusevski qui est blessé depuis longue date. Il y a Dominic Solanke, notre numéro 9 titulaire, qui est blessé. Et on a perdu une Minson. C'est pas choquant qu'on a des difficultés dans ces domaines-là. Et puis plus récemment, il y a plein d'autres blessures qui s'ajoutent à ça. Donc, je soupçonne qu'on va essayer de faire un style de jeu un peu comme en Super League, Super Cup, où on va essayer d'être défensif, pas dominer le ballon, mais aller vers l'avant le plus rapidement possible. En contre-attaque. Oui. Et sur les coups de pied arrêtés aussi. Oui. Vous êtes fort sur les coups de pied arrêtés. Tout à fait. Ce qui est drôle, c'est que même si on dit qu'on n'est pas performant en attaque, on a quand même marqué beaucoup de buts. Et une des raisons pour cela, c'est le coup franc. Oui. Ouais, ça, les longues touches aussi. Il paraît que les longues touches de Kevin Danso, c'est un truc de fou. Hein. Et alors, ce qui est hallucinant, ça rejoint tout ce qu'on a dit sur pour l'instant l'attaque qui est pas c'est que votre meilleur buteur, c'est votre défenseur central. Mickey Van de Ven, c'est hallucinant. Oui, et vous avez vu son but contre Copenhague où il a dribblé
Et ça vaut vraiment la peine de le regarder. Je pense que c'est le meilleur but qui a été marqué par un défenseur central, peut-être dans l'histoire. Non, mais Il, c'est fou. il a dribblé tout le terrain. C'est incroyable. Oui. Van de Ven, il s'appelle. Je le dis avec l'accent bien français, comme ça tout le monde. Voilà. Mickey Van de Ven, qui n'est pas le capitaine de l'équipe, c'est Romero, le capitaine, qui joue dans l'axe avec lui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre 11 type? Pas dans l'absolu, parce que en tenant compte des blessés. À votre avis, quel est le 11 qui va s'avancer contre le Paris Saint-Germain mercredi? Déjà, il y aura qui dans les cages? Ça, c'est Vicario, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Oui. Ça, c'est un atout de l'équipe. Oui. C'est un des meilleurs gardiens de Première Ligue. Vicario. Voilà, donc on a un bon gardien. En défense centrale, a priori, dans l'axe, ce sera Van de Ven, ça c'est sûr, à moins d'une catastrophe nucléaire, et Romero, le capitaine. Oui. Okay. Oui. Ça, c'est une défense en laquelle vous avez confiance, un axe... Ok. Oui, je pense que c'est un axe assez performant. Donc Romero qui a gagné le Coupe du Monde et Mickey Van de Ven qui est un talent hors norme. Donc, surtout Van de Ven, attention, se méfier de lui à tout prix. Voilà, ne pas le laisser s'approcher de la surface. En fait, il est très bon. Il est très bon défensivement. C'est un excellent défenseur. C'est le joueur le plus rapide de Première Ligue. C'est lui qui a été chronométré avec le sprint avec la vitesse de pointe la plus rapide de Première Ligue. Quand même un championnat où il y a des mecs qui courent assez vite. Donc voilà. Et puis il est aussi très efficace effectivement quand il monte sur les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs et les longues touches de Kevin Danso. Alors la question c'est de savoir si Danso joue ou si c'est Romero, parce qu'effectivement, si c'est Romero qui joue, les longues touches de Danso, tu vas les attendre longtemps, parce qu'il ne sera pas sur le terrain. Mais forcément. C'est une arme effectivement utilisée par Thomas Frank, qui le faisait déjà avec Brentford. Les longues touches. Les longues touches. C'est pas que Kevin Danso, ça veut dire que c'est utilisable. C'est quelque chose que... on a beaucoup, à l'époque du Stoke City de Tony Pulis, on raillait beaucoup Stoke City, qui était une équipe qui jouait très défensive et qui avait Rory Delap, qui était un Irlandais qui faisait des touches incroyables et qui marquait énormément de buts comme ça. Et donc on raillait beaucoup Stoke City pour ça, mais tu t'aperçois qu'aujourd'hui Tottenham le fait, Arsenal le faisait aussi avec Thomas Partey. Alors c'est un peu moins le cas parce que Thomas Partey est parti cet été, donc Arsenal fait un petit peu moins de longues touches, mais avec Arteta et Nicolas Jauvert, le responsable des coups de pied arrêtés d'Arsenal, ça a été travaillé. Et il y a d'autres clubs en Première Ligue qui se sont remis à utiliser les longues touches, parce qu'effectivement... Là, quand on parle de longues touches, juste pour être clair, on est sur des touches qui finalement sont presque les équivalents de corner en fait. Ah ouais, c'est-à-dire que voilà, sur Danso, la ligne, pas loin du but. Danso, depuis la ligne de touche, il envoie le ballon au point de pénalty. Voilà. Donc ça fait c'est comme un corner avec un peu moins de puissance. Tu mais mais pas à prendre de la tête ou pas. Ouais, pas moins de puissance. Vu les javelots qu'il envoie, Kevin Danso. Moi, j'y mets pas la. Faut y aller pour mettre la tête. Faut avoir envie. Ouais. Donc c'est une vraie. En tout cas, c'est une vraie arme dans l'arsenal des Spurs. C'est une vraie arme. Alors, à qui on peut s'attendre sur les postes de latéraux? Paul. Oui, je pense Pedro Porro. Pedro Porro. Oui. À droite. À droite. Et ça c'est entre Spence et Udogie sur la gauche. Donc Spence et Udogie. Ouais. Excuse-moi, à chaque fois je traduis avec... Ah, mais il joue aussi à droite, Udogie, des fois? Non, il a été remplacé par Spence joue aussi à droite. Ouais, Udogie, c'est vraiment à gauche. Ok. Spence ou Udogie, ok. Oui. Toi, tu préfères qui? Si tu as le choix? Je n'ai pas vraiment... T'as pas de préférence? Un choix, non. Et toi, Alex? Je pense qu'ils ont des qualités différentes. Donc, Udogie, c'est beaucoup plus fort en allant en attaquant, et Spence, c'est très fort en défense, dans le duel. Donc, si l'idée, c'est de empêcher les ailiers de Paris de nous faire mal, ce serait Spence. Si c'est de mettre de pression sur PSG, ce serait Udogie. Très intéressant. Oui. À voir du coup avec l'absence d'Hakimi. Ouais. Si Thomas Frank adapte au fait que Paris manquera d'un latéral offensif. D'être content qu'il soit pas là, Hakimi, non? Oui. Hein, ouais. Voilà. Bon, alors ça, c'est des postes des latéraux. On a qui? Déjà, vous jouez en 4-2-3-1, donc on peut considérer qu'il n'y a que deux milieux dans l'équipe. Ce serait qui pour vous les évidences au milieu? Pour moi, c'est Palhinha et Bentancur. Betancourt. Donc pas Sarr. Plutôt Betancourt. Sarr, il joue un petit peu plus
avant. Mhm. Je ne sais pas si Franck va choisir ça dans l'équipe ou pas. Ok. Mais, Il est plus offensif que Bettencourt. un petit peu plus offensif. Cette saison à oui. moins. Cette saison, il a été mis plus en concurrence avec Xavi qu'avec Paulinho. Et, Quand tu dis Xavi, c'est Xabi Simons. oui, Xavi. Mais en fait, je ne Mm. sais pas exactement comment ça se prononce, mais c'est juste pour que les gens Ah oui, pardon. sachent qu'il n'y a pas un joueur qui s'appelle Xavi. Ok. Voilà. Oui. Et il est néerlando-espagnol, donc c'est compliqué. Ouais, et ce prénom, par exemple, la fille de Luis Enrique qui est décédée, Shana, ça s'écrit Avec un Xana et ça se dit Shana. Donc, nous, on disait Xavi. Xavi. Ok, Xavi, pardon. Xavi. Ouais. Mais bref. Comme Non. l'ancien joueur du Barça et Oui, entraîneur tout du simplement. Barça, Oui, Xavi ouais, Hernandez, voilà. accessoirement. Ok, donc milieu de terrain, on part sur potentiellement Bettencourt et Palinha. Palinha qui vient d'arriver. Ça se passe plutôt bien, son adaptation, non? Oui, je pense que c'est la meilleure acquisition cette année. Meilleure Oui. acquisition. Oui. Ok. Il connaissait Ouais. la première ligue, Ouais. il était à Fulham, il était parti au Bayern, où il n'a pas beaucoup joué, il a plutôt ciré le banc parce que le milieu du Bayern, c'est compliqué de s'y faire sa place. Mais c'est une recrue de très très haut niveau et dont Tottenham avait besoin pour. Voilà, on a beaucoup parlé du fait qu'ils avaient pris beaucoup de buts l'année dernière. La défense n'a pas spécialement bougé. Mais l'année dernière, il n'y avait pas de filtre au milieu. Et donc, quand tu mets Palinha au milieu, tu as un vrai 6, quoi. C'est vraiment un joueur un peu à l'ancienne. Il ne te fera pas des ouvertures de 30 mètres façon Vitinha. Il ne va pas te remonter le ballon sur 50 mètres, balle au pied, etc. Mais par contre, défensivement, c'est vraiment un vrai 6 à l'ancienne qui fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Ok, ça c'est le milieu de terrain. Vous êtes plutôt confiant sur ce milieu de terrain, globalement? Oui. Ouais. Oui. Je pense pas. Ouais. Et maintenant, l'attaque. Alors, donc, on l'a compris, il y a quand même une vraie hécatombe avec beaucoup d'absents. Le numéro 9, actuellement, ce serait Randal Kolo Muani. Oui, ou c'est celui que vous aligneriez C'est pas impossible que ce soit Richarlison. Ouais. Ah, qui joue aussi ailier. Oui, Ça dépend. Oui, ça dépend. Mais jusqu'au présent, Richarlison, il a joué plus de matchs que Kolo Muani. Ok. Après, Muani il a eu des blessures, mais Richarlison est plus intégré dans l'équipe. Donc, personnellement, je préfère Muani, mais les deux sont possibles. Donc, si tu mets Kolo Muani en numéro 9, tu mets Richarlison en ailier gauche. Ou peut-être. Ou droit, parce qu'il y a un souci avec cette histoire de droite-gauche au niveau des ailiers. Il n'a pas joué autant sur les ailes cette saison que ça, Richarlison. Donc donc tu le mettrais pas? Non, je pense que ce serait plus probable que ce soit Wilson Odobert sur la gauche, ou peut-être Xabi. Ok, Xabi Simons en ailier gauche. Oui, même si c'est pas l'avis de tous les supporters qui devrait être là, mais il a pas mal joué ailier gauche. Oui. Donc lui, Xabi Simons, il a plus joué pour l'instant avec Tottenham et puis en général dans sa carrière au poste de milieu offensif axial, donc en gros numéro 10 quoi. Mais toi, tu le mettrais peut-être plutôt en ailier gauche. Tu mettrais qui du coup dans l'axe derrière Kolo Muani? Attends, juste pour clarifier, tu demandes qui moi j'aimerais choisir ou qu'est-ce que je pense que Franck va faire? Parce que c'est pas la même chose. Déjà, qui toi t'aimerais faire? Ce que t'aimerais faire toi? Qui pour toi serait le meilleur 11? Dans ces cas-là, je mets Xabi dans l'axe. Ah d'accord. Oui, pardon. Ok. Oui. Toi, tu le laisserais dans l'axe. Oui. Et donc, tu mettrais Wilson Odobert, notre ancien Titi, en ailier gauche, potentiellement. Oui. Ok. Et donc, tu mettrais qui à droite, en ailier droit? Mohamed Kudus. Ça, c'est sûr et certain, je pense. Sûr et certain. S'il joue, parce qu'il n'a pas joué avec le Ghana, il était un peu incertain. Il y a un... Alors, pour ce week-end, en tout cas, pour ce week-end contre Arsenal, il y a un doute sur Kudus, parce qu'il n'a pas joué avec le Ghana. Est-ce qu'il sera prêt pour jouer le North London Derby ou est-ce qu'il va être préservé pendant le North London Derby pour pouvoir jouer le match de Ligue des Champions? Il y a une incertitude sur Kudus. C'est globalement leur meilleur joueur offensif depuis le début de saison, Mohamed Kudus. Alors, Paul, maintenant c'est ton tour. Là, avec Alex, on est sur Xabi Simons dans l'axe, Odobert à gauche, Kudus à droite et Kolo Muani dans l'axe en numéro 9. Est-ce que ça te conviendrait? Est-ce que tu ferais autrement, toi? Oui, ça m'a convenu. Il y a aussi des autres joueurs qu'on a oubliés. Ça, c'est Brennan Johnson. Ouais. Et impossible. Et Tell aussi. Mathys Tell. Oui, ça français. c'est impossible. Sinon, non, il n'y a pas des autres possibilités parce qu'on est toujours un petit peu loin pour Kulusevski
de retour. Il n'est pas encore Il n'est pas prêt. pas prêt. Et Madison n'est pas prêt. Il est pas bien pour presque toute la saison. Ok. Et Solanke non plus n'est pas prêt à revenir. Solanke n'est pas prêt non N'est pas plus. prêt non Il n'est pas loin de revenir, Ouais. Dominique Ouais. Solanke, mais pas encore pour là Mm. les échéances immédiates. Et Bon, Tel ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Il n'a pas été Ah, oui, ok, Ouais. ok. Ouais, J'ai donc oublié ça ça. enlève encore une Oui, option. En ce fait, il n'y a qui pas est- beaucoup d'options, en fait, en vrai. Euh, Finalement, sur le banc, là, dans ce que vous avez proposé, il y aurait Richarlison et donc Johnson. Ouais. Et peut-être Bergval, s'il a eu une commotion cérébrale, mais peut-être Bergval aussi. Ouais. Bah, dis donc. Manque Oui. du monde, hein. Bon, ok. J'aimerais qu'on termine, les garçons, avec donc 2 joueurs qu'on connaît très bien au Paris Saint-Germain pour que vous nous racontiez comment ils s'adaptent. On va commencer avec Randal Kolo Muani. Ça n'a pas fonctionné au Paris Saint-Germain. Tout le monde l'a regretté. Les supporters en premier. On aurait aimé que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné. Comment vous avez vécu son arrivée? Comment ça se passe? Mais Paul. à ce moment, on n'a pas vu beaucoup de ce joueur-là. Je sais qu'il est très bien. Je sais qu'il est sélectionné pour l'équipe de France plusieurs fois. Mhm. Donc, j'ai confiance à Didier Deschamps. Oui, mais On est, Parce que je- on est je- de moins je en moins suis- nombreux à je lui suis- faire confiance, mais bon. je suis l'équipe de France. Ouais. Donc, j'espère qu'il va faire un petit peu mieux maintenant, mais ça va prendre du temps parce que c'est une nouvelle ligue. Ouais. Il y a de nouvelles oppositions. Le style de jeu dans la première ligue, c'est différent. Après, si vous jouez en contre-attaque, ça peut être intéressant parce que Oui, pour le oui, coup, oui. c'est une configuration qui lui convient bien à Kolo Muani. Oui, mais je pense qu'il a juste besoin d'un petit peu de temps. De toute façon, toi, Paul, ouais. on a bien compris, c'est patience. Oui, Voilà. patience, Là, c'est ça. en gros, on reconstruit et Oui. il faut être patient. Oui, Voilà, faut même être avec patient. Randal. Nous aussi, on a été patient Oui. avec Randal, mais Oui, on a été oui. patient un peu longtemps. Et toi, Alex, Randal Kolo Muani, pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses? On l'a très peu vu, comme Paul l'a dit, parce qu'il a été blessé. Et je pense, Il vient de revenir, en fait. Là. Oui, Ouais. j'ai vu un stat qu'il paraît qu'avant Tottenham, il a raté que 2 matchs dans sa carrière. Et chez les Ah bon Spurs, oui, quelque chose de blessure, pardon. Ah Donc très peu. Et dès Ça qu'il m'avait échappé. vient en Spurs, Il se blesse. il se blesse. Donc c'est un peu la malédiction de Tottenham sur les blessures. Mais ce qu'on a vu, je vois le potentiel. Hmm. Mais il faut juste d'opportunité de jouer. Ok, Oui. donc ça c'est Kolo Muani. Sur Xabi Simons, c'est différent. On l'a évoqué à plusieurs reprises pendant l'émission. Il y a une crispation des supporters. Ça dépend de quel supporter Ouais. à qui tu poses cette question. Il y a certains qui sont plus patients que d'autres. Paul, il est Paul, patient. il est patient. Paul, il est Moi, patient. Comment ça va avec patient. Xabi Simons? Oui. Je pense que la difficulté pour Xavi, c'est qu'il vient dans un moment où les autres numéros 10 ne sont pas là. Donc Madison et Kulusevski, donc ça met plus de pression sur lui de s'adapter tout de suite, qui n'est pas réaliste. Donc c'est un jeune joueur qui vient en Premier League, ça prend du temps. Je pense même Luka Modric, qui était chez Tottenham avant, les premières saisons, il était très moyenne. Et ça, c'est un joueur qui a gagné le Ballon d'Or. Donc ça prend du temps, c'est normal. Mais le fait qu'on a besoin de lui tout de suite fait en sorte qu'on est un peu plus aggravé qu'on devrait être. Et puis Ouais. il est confronté au même problème que beaucoup de joueurs qui arrivent de Bundesliga et qui flambent en Bundesliga et qui ont beaucoup de mal quand ils passent en Première Ligue. La Bundesliga, c'est le paradis des attaquants. Parce que c'est vraiment le championnat où la mentalité de toutes les équipes, c'est il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Donc si on prend 3 buts, c'est pas grave, on va essayer d'en marquer 4. Donc il y a beaucoup d'espace. Et donc il y a beaucoup, et on le voit notamment avec les joueurs qui quittent la Ligue 1, où c'est des joueurs qui méritaient entre 5 et 10 buts en Ligue 1 et qui arrivent en Bundesliga et qui finissent meilleur buteur du championnat. Il y a eu Guirassy, il y a eu Nkunku, il y a eu Anthony Modeste qui a fini meilleur buteur du championnat, alors qu'en Ligue 1, il a rarement dépassé, il n'a pas souvent dépassé la barre des 10-15 buts. Et Xavi Simons, voilà, le meilleur exemple, c'est Timo Werner. Timo Werner, il était à Leipzig. Il marquait, c'était 21 buts c'était une vingtaine de buts par saison. Il est arrivé à Chelsea, ça a été un flop monumental. Il est retourné à Leipzig, il a remis but sur but. Il est allé à Tottenham, ça a été un flop monumental. Donc, et Xavi Simons, il est confronté
aujourd'hui, il y a ça. C'est-à-dire qu'en Bundesliga, c'était régalade pour lui. Et en Première Ligue, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la Bundesliga est un mauvais championnat, mais vraiment la façon d'aborder les matchs et les Complètement espaces qui sont lésés aux joueurs offensifs fait que pour les joueurs qui arrivent de Bundesliga, il y en a finalement assez peu qui passent le cut Bundesliga Première Ligue. Donc ça, en plus de ce que Alex a dit sur Xavi Simons, sur les attentes, parce que Kulusevski n'est pas là, parce que Brendan Johnson, finalement, on a du mal à comprendre ce que Thomas Frank fait avec lui, alors que c'était un des joueurs qui sortait du lot l'année dernière et qu'il fait un début de saison qui, pour le coup, n'est pas à la hauteur. C'est lui dont tu parlais tout à l'heure en disant Ouais. qu'il ne jouait pas à son poste Ouais, et que là, il joue à droite voilà, en ce moment. Alors que... Thomas Frank le change de côté par rapport à ce qu'il faisait l'année dernière. Et voilà, ça passe pas bien. Lui a vraiment envie de jouer sur son côté préférentiel. Et aujourd'hui, on ne retrouve pas le Brennan Johnson qu'on a pu voir sur les dernières saisons, qui est un joueur qui avait une forme de progression assez linéaire, parce que c'était un espoir quand il était à Nottingham Forest. Et lui, pour le coup, la patience, elle a bien marché, parce qu'à Tottenham, les premières saisons, voilà, il n'était pas titulaire. Et puis, il a gagné sa place petit à petit. Et l'année dernière, il est un joueur important, et c'est lui qui marque le but en finale. Donc c'est vrai qu'effectivement, Thomas Frank est en train, voilà, et le cas Richarlison est assez symptomatique. Richarlison, il a été recruté pour être le 9 titulaire de Tottenham. Il n'a jamais vraiment réussi à retrouver à Tottenham ce qu'il faisait à Everton. Et du coup, on a été chercher Solanke. Parce qu'il fallait un autre 9, parce que Richarlison, ça ne suffisait pas. Et Richarlison, un coup, il joue 9. Postecoglou le mettait un peu sur le côté. Il y a Richarlison, Solanke, Kolo Muani. Ouais, exactement. Oui. Alors Solanke, il est out, c'est pour ça qu'ils ont été aussi prendre. Et pareil pour Kolo Muani, il faut aussi qu'il reprenne la confiance. C'est quand même un joueur qui a passé tout l'été à attendre d'aller à la Juve, avec qui il a fait la deuxième partie de saison, avec qui il a fait la Coupe du Monde des clubs. Donc il a fini sa saison tard. C'était pas du tout dans son logiciel d'arriver à Tottenham. A priori, quand le PSG et la Juve et l'agent de Kolo Muani, ils ont passé tout l'été. Mais quand je dis tout l'été, c'est tout l'été, parce que c'est même plus que ça, parce que dès ses premiers matchs en janvier, on nous a dit la Juve veut le garder la saison prochaine. Donc en fait, depuis janvier jusqu'à quasiment mi-août, alors je sais pas comment ils se sont débrouillés pour pas réussir à se mettre d'accord entre l'agent de Kolo Muani et les deux clubs. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais il a passé tout l'été à attendre d'aller à la Juve, où Igor Tudor voulait le garder. Et finalement, ça se fait pas. Et dans les 3-4 derniers jours du mercato, faut se retourner. Et l'offre de Tottenham, elle arrive. Et c'est intéressant parce que c'est la Première Ligue, c'est un grand club, c'est Londres et c'est la Ligue des Champions. Voilà. Mais il faut aussi quand même qu'il le digère. Il y a eu les blessures, il y a beaucoup de choses dans la tête de Kolo Muani. Sachant que là, il se retrouve au Parc des Princes. Il a peut-être quand même des comptes à solder au PSG. Il a donc ses preuves à faire à Tottenham, puisque du coup, vous ne l'avez pas encore vu beaucoup. Donc on va dire que mentalement, soit il peut être écrasé par la pression, soit au contraire, ça peut être un match ça peut être un moteur. Voilà. Un moteur, ouais, effectivement. Vous avez aussi, vous, cette habitude de la malédiction des ex qui vous mettent des buts quand ils reviennent, ou pas trop chez vous? Parce que nous, c'est très très vrai, quoi. C'était, parce que c'est moins le cas. Oui, maintenant, on n'est plus maudit de rien du tout. Maintenant, on marche sur l'eau. Oui. Mais... Ça fait quand même un paquet d'années. Chez les filles, ça existe toujours, en tout cas, je te le confirme. Non, avec Daniel Levy, on n'arrivait pas de vendre de joueurs. Donc, il n'y a pas d'ex. Ils restaient tous. Eh oui. Et oui, donc il les vendait pas, donc forcément. En tout cas, sur Xabi Simons, parce qu'on est reparti sur Kolo Muani, mais sur Xabi Simons, j'ai noté deux phrases qui sont sorties dans la presse. Voilà. Jamie O'Hara, qui est un ancien joueur de Tottenham, qui s'est exprimé, qui a dit: Xabi Simons semble être le pire achat à 60 millions jamais réalisé. Comme un joueur de l'équipe junior qui n'a jamais joué en équipe première, c'est choquant. Et bam. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé cet article vraiment, donc... C'est violent quand même. Hein. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Mais... toi, t'es pas... Mais tant mieux, tant mieux. Ouais. Tant mieux surtout pour lui. Et Thomas Frank, donc le coach, qui a dit... En conférence de presse, il a dit: nous lui demandons plus d'intensité. Donc ça rejoint vraiment ce que tu as dit sur la Bundesliga et puis même sur la personnalité de Xabi Simons. C'est pas un joueur qui est le genre de joueur qui va se tuer pour l'équipe. Il est plus dans le côté un peu artistique, créatif. Nous lui demandons plus d'intensité, mais c'est un joueur en qui je crois. Il a une bonne passe et une bonne vision du jeu, ce qui est vrai. Xabi est avec nous depuis 7 ou 8 semaines, ce qui est court dans le football. 3 petits points, mais aussi long. Donc, je te mets pas la pression, mais il va falloir quand même qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, il a une grosse pression en fait sur lui là. Oui. On est d'accord. Oui. Bon les gars, on va conclure avec vos pronostics pour le match de mercredi. Donc toi, c'est ne pas perdre ton objectif. Oui. C'est difficile, j'ai pas pensé à ça, mais je pense 2-2.
Ok, 2-2. 2-2 comme Ouais, la ouais. Super Coupe Oui, qui s'est terminée oui, sur oui. un 2-2. Il a volé mon pronostic, c'était aussi 2-2. Vachement créatif, Oui, les mais gars. non, hein. pardon. Non, je pense que ça va être un match nul. Match nul aussi, Oui, tu vois. oui. Avec des buts sur corner, but de la tête. Quelque chose comme ça. Un truc. On a eu des résultats assez intéressants à l'extérieur, donc je pense que c'est bien adapté à cette équipe de Franck maintenant, Mhm. de ne pas essayer de attaquer, de dominer, mais de faire Mm. le contre-attaque. Donc je Mm. pense que ça pourrait nous correspondre comme Ok. Et toi, Antoine? Alors effectivement, Thomas Frank a cette capacité, c'était déjà le cas à Brentford, à très bien faire déjouer les gros. Brentford a souvent embêté, alors c'était plus souvent à domicile, mais a souvent embêté et Manchester City, et Arsenal, et Liverpool, etc., etc. Et depuis le début de saison, ils ont été gagnés, ils ont battu Manchester City, ils ont très très bien joué contre le PSG, même si pour moi ils ont fait un péché d'orgueil en fin de match, ils auraient dû mieux gérer la fin de match, ils auraient dû gagner ce match-là. Maintenant, sur ce que le PSG a montré en Ligue des Champions, depuis le début de saison, je pense quand même que le Paris Saint-Germain va s'imposer. J'aurais tendance à dire 2-0, mais j'ai du mal à voir le PSG marquer que 2 buts au Parc des Princes, en fait. Donc j'ai presque envie d'aller jusqu'à 3. Voilà. Là, désolé, hein, on sent le fan d'Arsenal. hein. Non, Voilà. hein. Non, alors si tu me demandes mon Donc, pronostic pour 3-0. dimanche, c'est encore pire. Mais non, mais voilà, non, j'aurais tendance à dire un score comme 2-0. Parce que effectivement, l'équipe de Thomas Frank est vraiment capable de bien défendre et de supporter le pressing et la pression du Paris Saint-Germain. Donc j'aurais tendance à dire naturellement un score comme 2-0. Mais la façon dont le PSG joue, et notamment depuis le début de la Ligue des Champions, marquer juste 2 buts au Parc. Et on n'a pas encore joué de match de Ligue des Champions sans Hakimi et Nuno Mendes. Je sais. Les gars. Donc on va rester sur 2-0. Ok, on va rester sur 2-0. Est-ce que J'enlève le troisième but. vous serez au parc, tous les deux? Oui. Ah, Non, pas mais moi. c'est pas vrai. Il sera au pub. Mais voilà. Mais, Hey. tu tiens la baraque, au pub. Vous serez au pub Paris ou au Oui. pub Coq Bulldog? Non, je vais aller au pub Paris. J'ai déjà réservé ma place. Problème pour moi, c'est les billets à Parc des Princes. Parce que je ne peux pas aller avec les supporters de Tottenham. Parce que je n'ai pas des points de loyauté. Quoi? Oui, T'as pas de il faut points de avoir des loyauté? points de loyauté. Ça veut dire aller au match à l'extérieur plusieurs fois par saison pour gagner du point. En tant que fan oui. club officiel, Donc- parce que vous avez une... Donc, comme ça, il faut acheter un billet dans les tribunes PSG. Ça coûte, à ce Super moment, cher. je veux environ 200 € pour un billet. Ouais. Et je ne peux pas mettre mon maillot. Je ne peux pas Non, tu crier Non. Tottenham. Non. Et, De toute façon, à 3-0, t'auras pas besoin de donc, crier, t'inquiète. pour 200 €, je ne vais pas faire ça. Je comprends. Puis bon, t'as tes habitudes aussi au pub, t'es bien, t'es avec les copains. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oui, ça va être une ambiance spéciale. Voilà. En tout Ouais. cas, si vous nous écoutez et que vous êtes fan du PSG, non. J'allais dire, vous pouvez aller au pub Paris, mais non, c'est les fans de Tottenham qui sont là-bas. Non. Et donc, c'est les supporters du PSG qui nous écoutent, donc ça fonctionne pas. Ils seront devant la télé avec les commentaires de Bruno Salomon. Oui, c'est Voilà, ça, parce parce qu'on que coupe- nous, on on coupe le fait son, ça. on coupe le son et on met Bruno. Exactement. Et on sera aussi en live sur YouTube. D'ailleurs, j'oublie tout le temps de le dire dans l'émission, mais cette émission, c'est une émission de radio qui est écoutée par les gens en podcast radio, mais maintenant, elle est aussi sur YouTube, donc on va voir vos têtes. Je vous l'avais pas dit, j'avais oublié de vous le dire. C'est vrai. Ah, si j'avais su, j'aurais été plus beau gosse. Ouais, Ok. c'est diffusé sur YouTube à partir de cet après-midi. Donc là, Ok. au moment où on enregistre, il est 11h13, on est vendredi. Donc le match contre Arsenal n'a pas encore été joué par Tottenham, mais ceux qui nous écoutent vont peut-être nous écouter lundi, mardi ou mercredi matin. Voilà, vous pouvez aller vous abonner à notre chaîne sur YouTube, même vous avez le droit. hein. Mais bon, c'est une chaîne qui s'appelle 100% PSG. Donc voilà, je comprendrais si vous ne le faisiez pas. Par contre, vous qui nous écoutez, évidemment, vous pouvez vous abonner. Plus vous vous abonnez, plus les contenus vont vous apparaître dans votre ligne. Et mieux c'est pour nous, plus on sera content. Sachez que Bruno Salomon nous a promis un resto à 10 000 abonnés. Donc n'hésitez pas. T'es à combien? On n'est pas encore à 4 000. Il y a du boulot. Mais attends, la chaîne, elle a été créée qu'il y a 2 mois. Eh ben, Donc, il faut y aller. Il faut s'abonner. voilà, si vous voulez qu'on ait droit au resto avec Bruno, il faut vous abonner. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Alex et Paul, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. On vous souhaite un très bon match mercredi
Merci. Merci. Vous au aussi. pub, au parc. Une belle En défaite. parkage. Il est sans pitié. Ah Alors, évidemment qu'on vous souhaite une défaite. Bah oui, évidemment, bah on est voilà. fan du PSG. Mais Bah bon, voilà. pour le coup, vous êtes pareil de votre côté. Merci beaucoup les garçons et merci à toi Antoine Toujours de nous plaisir. avoir accompagnés voilà, avec toutes ces choses que tu as dans ta tête. C'est fascinant, j'adore. C'est incroyable. Et encore, on l'a pas lancé sur l'histoire du PSG parce que c'est une bible. Merci beaucoup et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Ah oui! Invité de la semaine prochaine, Philippe Goguet, le créateur de Culture PSG. La Et légende. donc, exactement, La parce légende. qu'il sort une réédition de son livre incroyable Rouge et Bleu, écrit avec Damien Dole. On va parler du bouquin, mais on va aussi parler de l'histoire de Culture PSG, qui est. Tu pourras lui parler du PSG à Londres, lui, parce que du coup, il Et il vit vit à Londres. il vit là-bas. Il Voilà. vit à Londres. Ah, je lui demanderai s'il a un club anglais de cœur. Ah Mais, bah. voilà. En tout cas, ça va être une super émission. Salut tout le monde et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ciao.